Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. En cette date du 15 août, les fidèles catholiques du monde entier célèbrent le terme de la vie terrestre de la Vierge Marie, Mère du Christ. Dans cette édition, le Père Kadouide parle de la portée de cette célébration baptisée l'Assomption. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP dénonce l'arrestation du journaliste chroniqueur béninois Steve Amoussou, dit Frère Rouvi, à la faveur d'une déclaration faite hier mercredi par Maître Baparapi Aboubakar. L'organisation réclame sa libération. Des détails dans ce journal. L'alerte au méga-séisme a été levée au Japon ce 15 août. Les raisons de cette levée sont évoquées dans cette édition par le ministre en charge de la gestion des catastrophes naturelles. Bonsoir. La communauté chrétienne catholique célèbre ce jour la montée de la Vierge Marie au ciel. C'est une solennité qui revêt d'une grande importance pour l'Église catholique, en ce sens qu'elle marque la consécration à la Vierge Marie, Mère de Jésus. Quel est le sens et la portée de cette célébration? Élément de réponse avec le Père curé Père Keloïde de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il est au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. Alors, il faut d'abord faire la différence entre l'Assomption et l'Ascension. L'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel, alors que l'Assomption, c'est les anges qui sont venus porter Marie, dont le corps ne peut plus connaître la déchéance du tombeau. Et c'est simple, on peut dire, comme disent les théologiens, que devant le corps de Marie, le diable, la mort, a signé forfait, puisque la mort a été déjà confrontée par le corps du Fils de Dieu, que la mort a été obligée de rejeter 3 jours après. Donc si le Fils, par son corps, par son être entier, a déjà vaincu la mort, et que ce Fils a reçu son corps de la Vierge Marie qu'il a fécondé avec la puissance de l'Esprit Saint, il est tout à fait normal qu'il n'y ait plus de combat entre Marie et la mort, puisque le Fils l'a déjà rendue victorieuse de cette mort, et la protection de son corps immaculé est portée directement au ciel. C'est ce que nous célébrons, et nous espérons que, comme Marie, même si nous connaissons la déchéance du corps, que nos corps en Jésus-Christ est transfiguré et que nous devenons co-héritiers avec Marie du royaume des cieux. Célébrer ce 15 août, l'Assomption commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Et pour comprendre son importance, Quentin Amoussou a tendu son micro à des fidèles rencontrés à l'église Sainte-Cécile après la messe de ce jour. Suivons ensemble. Aujourd'hui, nous, l'église catholique romaine à laquelle nous appartenons, célèbre l'Assomption de Marie, notre mère, la mère de Jésus. Donc sa montée au ciel dans son corps et dans son âme. Cette fête est une fête importante puisque c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. La montée de celle qui nous a donné Jésus-Christ, la mère du Sauveur. Disons d'abord que c'est un dogme, c'est une fête instituée par le pape Pie X, donc si j'ai encore bonne mémoire, qui nous permet de fêter l'élévation de la Vierge Marie, car selon la tradition de l'Église et selon les recherches, c'est que la Vierge Marie, après sa mort, a été élevée au ciel dans son corps et dans son âme. C'est que son corps n'a pas connu la pourriture de la terre. Et donc, en plus de ça, tout ce que la Vierge Marie est, et je dirais du moins dans la cour céleste, parce que personnellement, moi je dirais que la Vierge Marie fait partie, elle a participé du moins à la mission salvatrice de Dieu sur la terre. C'est pas tout le monde qui célèbre la Vierge Marie.
il n'y a que les chrétiens catholiques et je pense quelques-uns qui fêtent également cette fête. La Vierge Marie qui a porté en son sein le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas connaître la mort comme nous, les humains, comme nous, aux pécheurs. Parce qu'elle est immaculée, elle est sans péché. Et donc, à ce titre, elle ne peut pas connaître ce qu'on ne peut pas connaître, la corruption. Donc, et son fils, qui est le roi des rois, notre Seigneur, ne peut pas permettre que sa maman reste, que le corps de sa maman connaisse la corruption. Et donc pour cela, il a emporté avec lui au ciel, dans son corps et dans son âme. Et donc ça fait notre fierté, la fierté de nous qui sommes catholiques, parce que cette mère, c'est elle qui est co-rédemptrice. C'est grâce à elle que nous avons été sauvés par son Fils. Donc c'est tout à fait normal que la Vierge Marie connaisse cet honneur-là et que nous qui sommes ses enfants, nous puissions célébrer cet honneur avec elle. Notre Vierge Marie, c'est une mère à nous. C'est la mère de notre Christ, Jésus-Christ, voilà. Donc du coup, je pense que c'est important de la célébrer, ainsi que nos propres mères également. Aujourd'hui aussi, c'est la fête de l'igname, comme on le dit. Donc, je quitte ici, c'est pour aller manger igname pilé avec une bonne sauce et tout. En tant que très bon Savalois que je suis, c'est une fête spéciale parce que il faut que l'igname soit travaillé et puis l'igname soit jaugé. Hormis la célébration de l'Assomption, les Béninois célèbrent ce 15 août et le 15 août de chaque année la fête de l'igname. Dans l'élément à suivre, Jacques Aguiadaro, l'anthropologue en développement, nous fait découvrir l'origine de cette fête, de cette célébration et son interprétation selon les traditions béninoises. Au micro de Francis Fahami, Nasserine Fatoumbi. La sortie de l'igname est ritualisée. On ritualise la sortie de l'igname parce qu'on part du principe que l'igname n'est pas seulement une question de tubercule, mais derrière, il y a des représentations sociales, il y a des perceptions sociales d'un certain nombre de paramètres liés au temps. L'igname, c'est 9 mois et vous savez bien que la métaphore des 9 mois, l'analogie des 9 mois renvoie à la limite au temps que peut faire un enfant dans le ventre de sa mère. Donc, il y a un certain rapprochement qu'on peut faire et qui montre que ce n'est pas une sorte de tubercule comme tout autre tubercule. Après, le volet rituel aussi de la sortie de l'igname suppose un certain nombre de pratiques qu'on mène, notamment la consultation, pour savoir un petit peu sous quel registre on rentre dans cette dans ce nouveau cycle de consommation de l'igname. C'est pour ça qu'on demandera à tous les profanes de s'abstenir, n'est-ce pas, de prendre de l'igname tant qu'on n'a pas effectué le rituel officiel de sortie d'igname. Et ce rituel permet de voir un peu tous les codes sociaux qu'il y a autour de la consommation de l'igname, parce que derrière ce rituel, il y a ce qu'on peut appeler la consultation du phare, après il y a l'interprétation du phare, il y a peut-être le message divinatoire, et après tout ce qu'on peut appeler les rites d'expiation, les rites de purification, de tout ce qui sort derrière, avant qu'on ne dise, bon, vraiment, le signal est donné. Ça suppose que quand vous appartenez à une certaine communauté, notamment les communautés et Savalo et autres, lorsque vous consommez l'igname, pendant qu'on n'a pas encore fait les rituels de l'igname, vous êtes dans une déviance sociale. Donc, vous pouvez avoir faim et ne pas être en mesure de consommer l'igname parce que vous avez l'igname autour de vous. Mais l'igname que vous avez n'est pas encore mise en consommation. Et lorsque vous consommez ça, vous êtes dans ce qu'on peut appeler une déviance sociale, une déviance au niveau communautaire. Donc, cette manière de codifier, cette manière de créer un environnement purement culturel et culturel autour de l'igname montre qu'on nourrit le corps et on nourrit aussi l'esprit. Et nourrir le corps et l'esprit, c'est nourrir la complétude humaine, à la limite. Par la même occasion, l'anthropologue a évoqué la relation entre l'igname et le phare. Suivons-le à nouveau.
Quand on rentre dans un registre de consultation du phare, c'est une sorte d'interrogation, c'est un dialogue avec le divin pour comprendre le message, pour décoder. Mais le plus important, c'est déjà de comprendre que on tend à faire un peu une sorte de rapprochement, n'est-ce pas? On tend à faire un rapprochement entre la vie humaine. Et vous savez que l'être humain est sacré. Et lorsqu'un enfant reste dans un ventre, dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, ce qui sort n'est pas seulement une vie physique, c'est toute une entité spirituelle, c'est toute une entité culturelle sur laquelle il y a certainement un message, il y a certainement une certaine relation avec l'ordre divin, l'ordre immatériel. Donc, c'est à la limite la même chose qu'on tend à répercuter un peu sur la sortie de l'igname. Donc, après 9 mois, on suppose qu'il y a eu tout un processus, n'est-ce pas, de contact ou tout un peu de ritualisation, un petit peu de la période de consommation de cet igname-là. Maintenant, qu'est-ce que le phare va révéler? Le phare, on fera la consultation et le Bokono pourra sortir les codes qui sont derrière le message du phare. Et en fonction du message, les rituels à faire seront faits. Le plus important, c'est déjà de comprendre que le rôle du Bokono est important pour servir d'intermédiaire entre ceux qui veulent entrer en consommation de l'igname et le message avec lequel, n'est-ce pas, cette première vague de tubercules s'offre à l'humanité. Donc, vous avez un marché de gens qui sont en attente de consommer l'igname, mais vous avez aussi un ordre divin qui veut passer un message, qui veut peut-être aussi donner des codes sociaux. C'est comme ça qu'on fera la même chose pour un enfant. On parle souvent de atogophare. Vous savez bien que dans nos sociétés, quand une femme est enceinte, à un moment donné, on fait la consultation du phare pour savoir sous quel principe l'enfant là veut naître, pour savoir un peu quel est le message qu'il y a derrière, savoir dans quel ordre social l'enfant là veut naître et quelles sont les prescriptions, quels sont les interdits et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour savoir s'il y a des rituels à faire avant la sortie de cet enfant-là. On fait la même chose pour l'igname, donc il n'y a pas de message connu d'avance. Depuis l'après-midi du mardi 13 août 2024, les réseaux sociaux sont secoués au Bénin pour cause de l'arrestation d'une voix mythique de la scène politique béninoise a été annoncée. Il s'agit en effet du célèbre et inconnu du grand public Steve Amoussou, alias Frère Ouvi. Le mercredi 14 août, Maître Aboubakar Baparapé, porte-parole du collège d'avocats du concerné, a effectué une sortie médiatique pour dénoncer les circonstances de son arrestation et exige sa libération au nom de l'ODHP. Suivez les propos de Maître Baparapé au micro de Anaël Dou et d'Abdelkader Achio. L'ODHP a appris avec horreur l'enlèvement à Lomé, quartier Adigomé, en pleine nuit, le 12 août 2024, de l'activiste Steve Amoussou, alias Humvi, journaliste chroniqueur, actif sur les réseaux sociaux et en exil depuis 2019. Selon les diverses sources, cet enlèvement est intervenu dans la soirée du lundi 12 août 2024 à Lomé, au Togo, alors qu'il venait de prendre son repas de la soirée. Le nommé Steve Amoussou, alias Humvi, sortit acheter un article auprès d'une dame en face de son domicile, sera interpellé par 4 individus qui, sans déclarer leur identité, vont procéder à son kidnapping face à la population qui a tenté vainement de les en dissuader. Ces ravisseurs, au nombre de 4, dont l'un d'entre eux a une coiffe de rasta, ont donc réussi à l'embarquer contre son gré
dans une fourgonnette de couleur noire pour une destination inconnue. Dans la fourgonnette, le sieur Steve Amoussou a été encagoulé, battu et plus grave, étouffé par l'un de ses ravisseurs à l'aide de son coude qui l'étranglait au point où il perdit connaissance. Mesdames et messieurs, sur un plan procédural, il est à dénoncer que depuis mardi, qu'il a été mis à la disposition de la police républicaine par ses ravisseurs, M. Steve Amoussou, alias Mouvi, n'a été autorisé à échanger avec ses avocats que cet après-midi du mercredi 14 août 2024. L'ODHP dénonce avec la dernière rigueur d'abord cet enlèvement qui est un rapt contre un citoyen béninois, exige la libération immédiate et sans condition de M. Steve Amoussou. Nous n'avons pas eu la possibilité d'échanger avec la police. La seule chose que nous avons pu avoir, et c'est au téléphone, nous avons eu le directeur commissaire chargé de l'OCRC, Office central de répression de la cybercriminalité, qui nous a autorisé, n'est-ce pas, qui nous a indiqué là où il est gardé à vue et à la brigade économique et financière. C'est pour ça que nous nous y sommes rendus. Le frère Onvi se porte très bien et il a le moral. Et nous espérons, avec tout le soutien des 13 millions de Béninois et des Béninois à l'étranger, que son moral sera encore beaucoup plus topé. La suite de la procédure, c'est qu'il sera auditionné en présence constante de ses avocats et au terme du délai légal de garde à vue, il sera présenté à Monsieur le procureur spécial donc pour la suite. Le maire de la ville de Cotonou, président de la NCB, Luc Atropo, et une délégation ont rendu visite au maire de Boukoumbe ce jeudi 15 août. Objectif de cette visite, exprimer la solidarité de la fêtière au maire Caliste Ndakwagu, dont le domicile a subi une attaque armée il y a quelques jours. Luc Atropo a saisi l'occasion pour féliciter les forces de l'ordre dont le professionnalisme a permis de déjouer cette attaque et de sauver la vie de l'édile de Boukoumbe et de sa famille. Aldo Caliste Ndakwagu a pour sa part remercié ses hôtes, ses invités pour le déplacement effectué depuis Cotonou. Pour rappel, le domicile du maire de Boukoumbe a été attaqué par des individus armés non identifiés dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024 entre 1h et 2h du matin. Carnet noir dans cette édition, Epiphanie Ondi, présidente nationale des marchés du Bénin, n'est plus. Elle s'en est allée ce mercredi 14 août. Elle fut également conseillère communale d'Abomey-Calavi et vendeuse du marché Kokokodi. Nous présentons nos sincères condoléances aux femmes des marchés du Bénin et à sa famille biologique. Hors de nos frontières, l'OMS a réuni hier mercredi son comité d'urgence à Genève face à la propagation du mpox en Afrique, également appelée variole du singe. L'organisation onusienne a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international. Plusieurs éléments ont motivé cette décision. Il s'agit entre autres de la forte diffusion du virus dans l'est de la RDC et ce déclenchement au plus haut niveau d'alerte doit permettre, il faut le préciser, d'accélérer la recherche et mobiliser de nouveaux financements pour stopper l'épidémie. Pour rappel, en 2022, un total de 38 464 cas de cette maladie fut recensé dans 16 pays d'Afrique en début d'année de 2022. Une augmentation de 160% des cas est enregistrée cette année en 2024 selon des données publiées par l'Agence de santé africaine
CDC. Ce mercredi 14 août 2024, la Commission interaméricaine des droits de l'homme CIDH a dit craindre pour la vie de l'ex-député vénézuélien Williams Davila, arrêté la semaine dernière lors d'un rassemblement anti-Maduro et hospitalisé dans un état grave selon sa famille. À cet effet, la CIDH demande à Caracas d'adopter des mesures nécessaires pour garantir la vie, l'intégrité personnelle et la santé du dirigeant de l'opposition. Ce à travers un communiqué publié sur son site internet. Dernière information hors de nos frontières, le Japon a levé ce jeudi son alerte au méga-séisme en vigueur depuis une semaine. Le ministre responsable de la gestion des catastrophes naturelles l'a annoncé lors d'un point de presse. Selon le ministre Yoshifumi Matsumura, aucune anomalie n'a été détectée dans l'activité sismique et la déformation de la croûte terrestre. Mais cela ne signifie pas que le risque a été éliminé, a-t-il précisé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne fête de l'Assomption et bonne fête de l'IAM également à toutes et à tous. Bonne soirée et portez-vous bien.